Merci pour cette brillante intervention. Monsieur le Président de PASTEF-UCAD, je pense que cette conférence va être le début de ce qu'on attend d'une section d'un parti politique au niveau des universités. Il faut le savoir, un parti politique n'a d'avenir, ne peut être ou doit être jugé quant à son avenir, son épanouissement et son expansion sur la qualité de ses étudiants, de sa section étudiante. C'est extrêmement important. L'avenir, c'est vous. Vous devez en être extrêmement conscient que dès à présent, vous devez prendre le relais. Tout ce que le parti avait comme cadre, c'était mobilisé pour la lutte. Mais pour le relèvement du pays, nous avons besoin de sang neuf, d'idées novatrices, une jeunesse consciente et qui ose. On a besoin d'une jeunesse qui ose, qui n'a peur de rien. Si vous regardez un peu, il faudrait peut-être qu'on en arrive à ce stade. Vous allez en France, on a l'habitude, nous, la chance d'y être et d'avoir été invité par une section d'un parti politique. Dans chaque université, quasiment chaque parti politique a son siège, sa permanence là-bas. Donc, ce n'est pas incompatible parce que l'université doit être quand même le creuset des idéologies, de l'engagement politique. Et une formation accrue est faite, il y a des jumelages, il y a des conférences de très haut niveau. On forme très tôt les jeunes à être des responsables, à prendre part à la gouvernance. C'est extrêmement important. C'est pour ça que j'espère que vraiment ce que vous avez inauguré aujourd'hui va faire tache d'huile dans toutes les universités et que PASTEF puisse affirmer ses racines, puisse s'ancrer dans les lieux de savoir par excellence que sont les universités et les instituts de formation. Il est vrai que on a eu une journée assez compliquée. N'eût été vraiment l'immense admiration qu'on voue à PASTEF-UCAD et quelques-uns de ses responsables avec qui on a eu à partager pas mal durant les années les plus difficiles. Et vous me permettrez aujourd'hui de saluer M. Daouda Dem qui est ici présent devant nous. M. Daouda Dem, nous l'avons trouvé en prison à Rebus. Et c'est lui qui s'occupait de la bibliothèque. Et je puis vous dire qu'il a grandement aidé les patriotes qui étaient en détention. M. Daouda Dem, vraiment, vous avez notre reconnaissance éternelle. Aujourd'hui, il m'est un peu demandé de revenir. Ça ne va pas être facile après le passage de Maître
sur les leviers, sur la politique publique de gouvernance, quel levier pour atteindre la vision 2050? Pourquoi on a besoin de l'université? Non seulement pour la diffusion de notre idéologie, mais aussi pour son ancrage et son amélioration. Vous savez, de vos thèmes de mémoire, c'est dès le choix de vos sujets de mémoire sur la vision 2050 que vous allez aider le parti à grandir, vous allez aider le parti à affiner les politiques publiques. Dès à présent, vous devez vous saisir du référentiel pour en faire des thèmes de recherche scientifique. Vous en montrerez les limites, les performances possibles, ce qu'on peut aller chercher. Donc, ne soyons pas jamais des spectateurs du référentiel. Ici, c'est l'université, c'est la pensée critique. Donc, vous pouvez, à travers de vos mémoires, de vos sujets de thèse, etc., sur la nouvelle gouvernance, que ce soit dans les mines, que ce soit dans les secteurs de la pêche, le retour de l'agriculture, tout cela, la performance dans l'administration, nous montrer que vous êtes en avance. C'est seulement dès lors que le parti politique qui réussira à avoir les sections estudiantines les plus dynamiques a le plus de chances de rester après 2050. Ça, il faut en être sûr, il faut en être confiant. Vous savez, le parti PASTEF a bâti, contrairement aux autres partis, a choisi un créneau qui lui est particulier, qui fait son ADN, et c'est pour cela que dans le landerneau politique, toujours, on sait quel est le discours de PASTEF entre 10 000. La voix de PASTEF porte parce qu'elle est différente. Elle est différente parce qu'elle ne s'est pas alignée sur les idéologies traditionnelles que l'on connaît. Au-delà du pragmatisme affirmé, le parti PASTEF a exhumé une vieille doléance des pères fondateurs que tout le monde commençait à trouver vétuste et rétrograde, le patriotisme et la souveraineté. C'est de cela qu'il s'agit. C'est pour ça que dès qu'on est arrivé avec le discours qu'on avait, on savait immédiatement nous identifier, même si parfois c'était sous des sobriquets moqueurs, de populisme, de gens qui ne connaissent rien du tout, de gens qui veulent se renfermer sur eux-mêmes. Mais nous avons décidé, et ça c'est vraiment à l'honneur du président Ousmane Sonko, d'avoir resté sur ce créneau qui nous a permis, au-delà de tous les partis politiques traditionnels qu'on a trouvés et de ce foisonnement de partis politiques, avoir une singularité, une particularité qui a fait que ce discours a pu conquérir les cœurs des Sénégalais dans un laps de temps d'une dizaine d'années. De quoi s'agit-il? D'un constat évident qu'au-delà des turpitudes de tel et tel homme politique, c'est notre modèle économique choisi qui ne permet pas le développement. Et c'est à partir de ce constat réel qu'avec même des dirigeants les plus propres, ceux qui sont là pour sauvegarder les deniers publics, avec le modèle économique de développement qu'on avait choisi, cette voie-là, c'était une voie qui ne nous permettrait pas d'avoir notre développement économique. Donc, on s'est inscrit sur le patriotisme et son corollaire, la souveraineté. Quand ils ont fait, après la fin de la guerre froide, la fin de l'histoire qui devait être le symbole du triomphalisme de l'impérialisme américain et des idéologies ultralibérales, le monde s'est s'inscrit sur une dynamique d'un horizon indépassable qui était le libéralisme économique. On a vu les résultats, notamment nous, pays africains, où on nous a imposé tellement de dictats qu'on ne devait, dans ce vaste monde, que servir à être des consommateurs éternels. Le parti PASTEF a choisi de revenir sur les fondamentaux d'un État. C'est pour ça que les résultats ne seront pas visibles immédiatement, mais dans un temps long, un temps brodélien. De quoi s'agit-il? Les Américains, comme les Européens, comme les autres, nous ont vendu le libéralisme, tout doit être ouvert. Mais vous allez aux États-Unis, ils sont les plus refermés sur leur économie.
on n'y rentre pas comme on veut. Ils ont lancé par exemple le Small Business Act, qui permet pour tous les marchés publics de moins de 100 000 $, vous ne pouvez pas les donner à une entreprise étrangère. Ce n'est pas possible. C'est comme ça qu'ils ont verrouillé la commande publique au niveau local. Et ils en ont d'autres. Aucun fonctionnaire américain ne peut voyager sans American Airlines. C'est comme ça qu'ils ont fabriqué, en prenant l'ouverture à l'extérieur, mais en se verrouillant, en essayant d'avoir les moyens et les leviers internes de leur puissance. Le parti PASTEF est venu après le constat amer sur la situation économique, notamment du Sénégal, et le modèle de développement qu'on a choisi, qui est un modèle inversé, où l'essentiel de la croissance est porté par le secteur tertiaire, qui, comme vous le savez, n'emploie pas beaucoup de monde. Vous voyez tellement de banques au Sénégal que vous vous disiez, mais d'où est-ce que cette croissance? Pourquoi il y a autant de banques et autant de pauvreté en même temps? Cette question, je pense, vous voyez, ça vous permet de comprendre qu'il y a une économie extrêmement extravertie. Le régime précédent a fait un choix. Son choix, c'est d'être l'acteur principal de la croissance. À travers la dette, on s'endette, on lance des projets d'infrastructure qu'on confie à des sociétés étrangères qui vont les exécuter et exporter les dividendes. Mais durant ce laps de temps, bien sûr, on parlera de croissance. Mais votre économie n'y gagne absolument rien autre qu'un endettement perpétuel. Et on a délaissé les secteurs essentiels qui occupent l'essentiel de la population sénégalaise. Ça veut dire le secteur tertiaire, le secteur primaire et le secteur secondaire. Zéro industrie au Sénégal. Nous, on a vécu l'époque des ajustements où ils ont déstructuré tout le tissu industriel du Sénégal. Ils ont déstructuré l'école, ils ont déstructuré la santé, les services publics, mais surtout le tissu industriel du Sénégal. Quels sont les leviers prônés par le gouvernement, le régime PASTEF? C'est d'inverser complètement la pyramide et de revenir à l'orthodoxie traditionnelle, c'est-à-dire les bases de développement économique. À partir du concept de souveraineté, que ce soit dans le domaine agricole, dans le domaine industriel, dans le domaine des mines, le pilier, le fil conducteur de toute notre politique, le fil conducteur de tous nos leviers, c'est la souveraineté et le patriotisme. La souveraineté et le patriotisme. Comment ça se décline? De constater qu'un pays ne peut être souverain tant qu'il n'est pas autonome pour son alimentation. Vous ne pouvez pas être souverain, vous pouvez incanter, vous bosser, vous prévaloir de toutes les notions de patriotisme. Si vous ne maîtrisez pas ce volet, et le Covid nous l'a montré, vous ne pouvez jamais être patriote, vous ne pouvez jamais être souverain. Donc, l'un des leviers, c'est revenir au secteur traditionnel du développement et de la croissance, à savoir l'agriculture. L'agriculture, qui a été longtemps délaissée, le projet veut en faire le moteur de notre économie. Vous savez, on ne sait pas assez, mais ceux qui nourrissent le Sénégal n'occupent que des petites superficies agricoles en réalité. Au-delà de la période que l'on connaît, ceux qui nous vendent des légumes qu'on voit tous foisonner comme ça dans nos marchés occupent de petites superficies agricoles. Moi, j'étais à Thiès dans une exploitation où chacun avait 400 mètres carrés. 400 mètres carrés. Et quand vous voyez derrière qu'il y a une multinationale qui dispose de 20 000 ou de 1000 mètres carrés, de 100 000 mètres carrés, de 10 000 mètres carrés, vous rapportez ça à 400 mètres carrés, non, je dis 10 000 mètres carrés, 10 000 hectares. 10 000 hectares. Si vous rapportez 10 000 hectares à 400 mètres carrés, ça vous permet de voir comment on peut baisser immédiatement le chômage lorsqu'on récupère ces terres et qu'on les distribue. Même pas, lorsque quelqu'un a 26 000 mètres carrés, 26 000 hectares, vous donnez 1 hectare à un Sénégalais, c'est 26 000 emplois que vous créez, immédiatement. Donc, il y a un levier essentiel,
c'est de refaire de l'agriculture l'un des piliers de notre économie. Notre pilier, c'est l'industrialisation, à travers deux éléments. Le premier, c'est par rapport à nos ressources naturelles. Faire en sorte que tout ce qui peut être transformé ici ne soit plus exporté. Ça, c'est ce qu'on appelle des lapalissades, mais vous ne les voyez pas sur le terrain. Lorsqu'on vous dit qu'on a du phosphate, mais qu'on importe de l'engrais, ça veut dire quelque part qu'il y a un problème. Donc, le but, c'est de faire en sorte que tout ce qu'on peut transformer ici ne soit plus exporté de manière brute. Ça nous permet d'avoir un levier sûr et certain sur nos produits, que ce soit agricoles ou sur nos produits industriels. Au plan de pêche, vous avez vu l'une des premières mesures prises par le régime, ça a été de mettre fin aux accords de pêche. On nous avait annoncé l'apocalypse, que le Sénégal allait en pâtir. Je ne pense pas que la fin de ce contrat ait eu quelque effet sur la disponibilité du poisson au Sénégal. C'est comme ça qu'avec un discours, ils essaient de nous faire peur avec ce discours, nous disant que si vous rompez les contrats, vous aurez des répercussions qui seraient désastreuses pour vous. Le secteur de la pêche vient de le montrer, comme on verra tout à l'heure avec la fin des bases militaires, ça n'a pas mis en danger notre sécurité. Au contraire, ça nous oblige à monter en puissance pour garantir nous-mêmes notre sécurité. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale. Sous vos applaudissements, on accueille bien Monsieur le Président de l'Assemblée nationale qui vient d'arriver. Sous vos acclamations, s'il vous plaît. Il est là ce soir. Chapacholi Bangui Nonou, El Malick Ndiaye Moungi Nonou, le président de l'Assemblée nationale à l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar. Bienvenue, Monsieur le président de l'Assemblée nationale, Monsieur El Malick Ndiaye, Domou Jolof Bangui Nonou, Acha Dalal len ko, merci beaucoup. Merci beaucoup sous vos applaudissements. Encore une fois, c'est un honneur de vous recevoir ici à l'UCAD. Bienvenue à la délégation du président de l'Assemblée nationale. Merci beaucoup. Donc, nous souhaitons la bienvenue au président de l'Assemblée et sa présence et la présence des autorités, notamment le ministre Yankoba Diémé et les directeurs généraux et les honorables députés et prestigieux invités que vous avez, montrent que le parti PASTEF, en tout cas les instances du parti, ont compris l'importance des sections estudiantines dans la matérialisation du projet. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Au-delà donc d'un retour à l'orthodoxie, en mettant en exergue l'agriculture, l'industrie comme pilier du développement, il y a aussi le patriotisme économique. Ça veut dire, au lieu du régime précédent où c'est l'État qui portait la croissance, le régime entend une montée en puissance du secteur privé. Faire du secteur privé le levier de notre croissance, créer des champions qui peuvent concurrencer dans tous les secteurs. Dans tous les secteurs, les multinationales qui viennent ici se faire des plus-values qu'ils ne peuvent faire ailleurs dans le monde. Donc c'est extrêmement important. Au-delà de ces aspects, le changement de paradigme économique, il y a bien sûr le levier monétaire. Mais ça, ce n'est pas encore un levier qui a été actionné parce que cela nécessite énormément de réformes. Mais vous savez très bien, si le gouvernement entend, et c'est peut-être l'autre pilier, mettre l'accent sur l'assainissement de nos finances publiques, c'est en grande partie pour préparer toutes les hypothèses sur le levier monétaire. Est-ce qu'on aura notre propre monnaie ou est-ce qu'on va rester dans cette configuration que l'on connaît? Mais il ne s'agit pas, et c'est ça la grande responsabilité de ce gouvernement, de déclamations populaires, populistes.
c'est de le faire en responsabilité et de dire, dans l'optique de la préparation de la question monétaire qui est essentielle. On doit assainir nos finances publiques, c'est l'un des piliers, l'un des leviers essentiels. Assainir les finances publiques, je pense que nous avons tous assisté, ahuris, choqués, estomaqués par le rapport de la Cour des comptes qui montre un pillage organisé, millimétré de nos ressources publiques, de nos deniers publics. Par des gens qui sont avec zéro patriotisme, se sont arrangés avec des multinationales pour endetter le pays, leur faire exécuter des marchés surfacturés. Et aujourd'hui, tout le bénéfice qu'ils ont tiré de ces surfacturations se retrouve dans des comptes offshore. Mais ils vivent dans un pays où il n'y a pas de route. Donc, ils en payent aussi le prix. Donc, l'assainissement des finances publiques est une question d'abord de souveraineté avant d'être une question de gouvernance. Si vous n'avez pas les cordons de la bourse, ce sont les institutions financières qui vont vous montrer là où vous regardez et vont même vous dicter le modèle de société que vous êtes en mesure de proposer à vos concitoyens. L'assainissement, la maîtrise de la dette, des dépenses publiques de façon globale, une réforme globale de toutes les dépenses, une revue de tous les contrats, comme vous le dites. Tout ce qui était en exécution a été stoppé. On fait une revue générale de tous les contrats pour regarder tout ce qui a été surfacturé pour dégager le maximum de marge de manœuvre. Il y a la renégociation de tous les contrats miniers de ce pays. Il y a des milliards et des milliards qui sont comme ça volatilisés entre les mains de quelques rapaces. Ce sont vraiment des rapaces, ces gens-là, qui sont partagés les ressources de ce pays, encore une fois, avec des groupes étrangers qui viennent ici prendre nos ressources naturelles, les ramener chez eux, les transformer et nous les revendre au plus fort. Donc, il y a cette volonté de renégocier tous les contrats, mais en tout cas, ce qu'on va donner par la suite, il y aura un partage qui sera très différent de ce qu'on a eu pour nos contrats pétroliers. Quand on entend ce que notre sous-sol, que le bon Dieu a bien voulu nous donner, ce qu'on attire et nous, ce qu'on a reçoit, parfois on se dit qu'on aurait souhaité qu'on ne découvrira jamais le pétrole au Sénégal. Parce que ça fait tellement mal de voir que pour 1000 sorties, vous n'en tirez que 20 ou 30. Donc il y a ce retour, ce souverainisme, cette volonté de redevenir le maître de nos ressources naturelles. Ça aussi, c'est un levier important de ce projet. Mais au-delà, il y a aussi une réforme générale de l'administration. Vous savez, la performance administrative. Si vous regardez le Sénégal, vous voulez ouvrir une entreprise, je pense que le DG de l'APEX pourrait vous le dire, c'est extrêmement compliqué, même si ça paraît très simple. On a une administration, le président l'a dit, le Premier ministre l'a dit, qui n'est pas performante. Ce n'est pas de la faute des agents, mais c'est de la faute de l'organisation et de la mentalité sous-jacente à l'administration sénégalaise. Donc la performance de l'administration, vous voyez, quelque chose a été fait récemment, les gens n'ont peut-être pas saisi, dans le cadre de la digitalisation, le Premier ministre a décidé de la gratuité des actes d'état civil. Ça paraît rien du tout, mais c'est une preuve de là où est notre développement. On n'a pas digitalisé un système digitalisé d'état civil. On n'a pas cela dans les services publics. Pour n'importe quel acte, vous perdez beaucoup de temps. Vous allez à l'hôpital, le dossier médical n'est pas encore digitalisé. Ça montre qu'il y a, le constat est amer bien sûr, qu'on est un pays très en retard et qu'on ne capte pas les dividendes des technologies, mais en même temps, ça montre l'immense chantier. Si nous réussissons avec ce mandat de digitaliser totalement l'administration, je pense qu'on aura une administration extrêmement performante et prête à accompagner le projet. S'agissant des ressources publiques, vous savez, l'évasion fiscale, le rapport de la Cour des comptes en a parlé, les exonérations fiscales, le Sénégal qui est très pauvre,
se permet le luxe de perdre énormément de milliards dans des exonérations fiscales données tous azimuts sans aucun contrôle. Il y a quelque chose qui est annoncé qui est extrêmement important. C'est l'interopérabilité entre la douane, les impôts et le trésor. Vous savez, si on ferme le robinet de l'évasion fiscale, si la douane sait, si les impôts savent qui a importé au Sénégal, si les impôts sont au courant de l'activité économique souterraine qui est beaucoup plus importante que l'activité réelle, formelle, je pense qu'il y a des niches de 1 milliard qui seront recouvrées par le trésor public. L'assainissement des finances publiques par une maîtrise de la dette, l'assainissement de nos finances publiques par des marges de manœuvre, par la fin des évasions fiscales et des niches fiscales non rentables. Je pense que la revue générale de tous les projets, une meilleure négociation des contrats miniers, l'agriculture comme pilier de notre économie, l'industrie, plus un secteur privé qui va monter en puissance et qui sera le moteur du développement soutenu, aidé, financé et appuyé par l'État du Sénégal pour non seulement faire jeu égal ici au Sénégal avec les multinationales et conquérir des parts de marché dans la sous-région. Plus une administration performante, des programmes scolaires revus pour s'adapter aux technologies de l'IA et des bouleversements que cela entraîne, une population qui, à travers des dirigeants vertueux, des dirigeants patriotes, vont redécouvrir le sens de l'honneur et de servir leur pays. Tout ce cocktail, nous le savons tous, d'ici 5 ans, va produire ce que les pères fondateurs ont toujours rêvé, le développement harmonieux du Sénégal. Je vous remercie.